Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir au sein de notre studio à Lucans pour un rendez-vous du Lab consacré à la finance responsable. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans ces rendez-vous du Lab, vous trouverez des regards d'experts, de spécialistes sur des projets ou des expérimentations qui sont menées à la sécurité sociale ou en dehors pour vous apporter une vision terrain ou bien prospective sur des grandes tendances sociétales, environnementales, numériques et technologiques et qui transforment nos organisations. Alors pour aujourd'hui, dans ce premier rendez-vous du Lab de 2025, nous allons explorer le sujet de la finance responsable, sujet qui revêt une importance croissante dans les entreprises du secteur public et privé. Alors pour présenter et co-animer ce rendez-vous du Lab, j'ai le plaisir d'être accompagné par Alexandre Beau. Alexandre est directeur de la revue Espace Social Européen et consacrera un article sur cette émission. Alexandre, bonjour. Bonjour Malika. Et avec toute l'équipe du Lab, nous avons préparé avec nos deux invités une séquence qui vous permettra, dans un premier temps, de décrypter la finance responsable et toute sa terminologie, et surtout de comprendre pourquoi ce sujet est un sujet de plus en plus important dans de nombreuses institutions. On partagera également avec nos invités la démarche qui a été mise en place par l'URSSAF, Caisse nationale dans le domaine de la finance, puisqu'il s'agit de ces missions-là qui sont concernées. Démarche qui a été mise en place dès 2022 et qui nous permettra également de comprendre les enjeux, objectifs et tout l'accompagnement qui a été mis en place par l'URSSAF Caisse nationale. Nos deux invités, bien sûr, nous feront un retour d'expérience de cette démarche, notamment sur l'impact en termes de finances et d'image. Et nous verrons également avec eux comment ils ont facilité l'appropriation et l'adoption de la démarche par toute la démarche d'accompagnement. Et on terminera par les perspectives d'évolution et l'impact justement de ces évolutions dans leur mission au regard de l'évolution du domaine. Comme dans chaque rendez-vous du Lab, on prendra en compte vos questions que vous pouvez adresser dès à présent dans le chat de l'émission qui est mis à disposition et nos invités prendront le temps de répondre à toutes les questions. Alors pour donc éclairer toutes ces questions, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Denis Netter. Denis est directeur adjoint des finances au sein de l'URSSAF Caisse nationale. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Marc-Antoine Dumas, qui est chargé de mission, analyste ESG au sein de la direction centrale trésorerie, banque, financement et investissement. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc Denis et Marc-Antoine, bonjour et bienvenue au studio et merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc nous allons démarrer nos questions-réponses. Oui. Mais avant, Alexandre, peut-être compléter le propos introductif. Merci Malika. D'abord, merci à vous d'être présent aujourd'hui. On précise encore qu'on vous présente aussi tous nos vœux, parce qu'on est encore dans la période des vœux pour quelques jours, enfin quelques heures même. Et je pense que c'est vrai que, comme tu l'as dit très justement dans ton propos introductif, c'est un sujet majeur, à la fois pour la sphère publique et en même temps la sphère privée. Pour la sphère publique, je pense qu'on parle de choses très contemporaines. À l'heure où on se parle, les questions de financement de notre modèle de sécurité sociale sont au cœur des préoccupations. On va un petit peu aborder, je dirais indirectement, ces questions-là aujourd'hui dans le cadre de l'émission avec deux questions latentes. La première, c'est quelle est la stratégie de l'URSSAF Caisse nationale en matière de finances responsables? Et la deuxième, c'est pourquoi? Pourquoi s'engage-t-elle dans cette voie-là? Et je pense qu'indirectement, et de manière même, je dirais, un peu amicale, on fera une petite piqûre de rappel pour rappeler le rôle essentiel qu'endosse l'URSSAF Caisse nationale dans le financement de notre modèle de protection sociale, ses stratégies, et aussi, je dirais, Malika, je pense qu'on se rejoindra sur ce point-là, sur le côté un petit peu exemplarité, innovatrice dans les engagements qu'elle prend. On va parler évidemment de finances durables, de finances responsables, d'engagement aussi ESG. Et un élément qui me tient particulièrement à cœur, c'est la transversalité de cette démarche, qui n'est pas juste liée, entre guillemets, à un secteur ou autre au sein de la Caisse nationale, mais qui embrasse les différents métiers de cette branche recouvrement. Je pense qu'on va aborder toutes ces questions-là au fil de cette émission, mais je vais te laisser poser la première question de nos invités pour tout de suite mettre le pied à l'étrier.
Merci Alexandre. Alors je vais m'adresser tout d'abord à Denis. Denis, donc l'objectif effectivement c'est de comprendre ce que recouvre la finance responsable. Peut-être que certains participants ont déjà entendu parler d'une autre terminologie ou d'autres termes comme la finance durable, la finance verte ou bien taxonomie verte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes associés à cette terminologie. Donc pourriez-vous nous expliquer en fait sur quoi recouvrent tous ces termes et aussi pour nous expliquer aussi pourquoi la finance durable est devenue un levier essentiel pour les organismes publics comme privés, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Très bien. Alors, avant de revenir sur les définitions et les différents termes de la finance durable, je vous propose de repartir sur les missions de l'URSSAF Caisse nationale. Missions financières, évidemment, qui sont au nombre de 4 missions principales. La première est historique et la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale. Ensuite, dans le même cadre et le même spectre, nous avons la gestion des relations bancaires du régime général, puisque pour collecter et reverser les flux aux attributaires, nous devons faire appel à des partenaires bancaires. Et on verra comment à chaque fois l'ESG va irriguer chacune des dimensions. L'URSSAF Caisse nationale est également finance les déficits de la sécurité sociale qui, comme vous le savez, se chiffrent en milliards d'euros, et donc il faut les financer pour que le système puisse fonctionner. Enfin, et depuis 2020, l'URSSAF Caisse nationale gère l'actif de placement des travailleurs indépendants. Donc c'est le CPSTI qui a confié la gestion de son actif de placement, de ses réserves, à l'URSSAF Caisse nationale. Chacune de ces missions va recouvrir différentes réalités en termes d'ESG. Donc je vais revenir sur les définitions dans le slide que vous pouvez voir des différents termes qu'on va utiliser. Le terme le plus central est le terme d'ESG. L'ESG, ce sont les critères environnementaux, donc liés à l'environnement, à la nature, les critères sociaux, donc là ça va être lié au travail, notamment au droit du travail, et les critères de gouvernance, donc là c'est tout ce qui va être la façon dont une entreprise va être administrée, gérée, gouvernée. Donc cette notion d'ESG est centrale dans la finance. Ensuite, on entend également le terme d'ISR. Alors l'ISR, pour investissement socialement responsable, concerne les placements. La question est de savoir comment j'allie la performance financière et la durabilité, donc la performance finalement durable ou verte. L'ISR donne lieu à un label. Donc, par exemple, vous avez certains fonds, des OPCVM, qui vont avoir le label ISR, là où d'autres ne l'auront pas. Et donc, ce label va témoigner finalement d'une gestion durable du produit. Vous avez ensuite la RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, qui, elle, cherche à mesurer la manière dont la société va influer sur son environnement. Donc, par exemple, une société qui va travailler dans la chimie va nécessairement avoir des rejets de produits polluants qu'il va falloir traiter de manière à ce que les effets soient atténués sur l'environnement extérieur. Et donc, vous avez la RSE pour les entreprises et la RSO pour les organisations, comme l'URSSAF Caisse nationale ou comme les caisses des différentes branches. Et donc, on appelle ça la RSO. Donc, une fois qu'on a élaboré et qu'on a défini les termes, on peut évoquer finalement les principaux enjeux d'aujourd'hui dans la finance durable. Alors, finalement, les enjeux où la réglementation est centrée autour de ce qu'on appelle le pacte vert européen. Le pacte vert européen a pour objectif de déterminer la trajectoire et la manière dont l'Europe va se conformer aux accords de Paris. Ce pacte vert, on le décline, pour ce qui nous concerne, en trois sous-axes, en trois sous-thèmes. On a tout d'abord le règlement SFDR, qui est un règlement qui porte sur les produits financiers et qui va s'attacher à étudier leur durabilité. On va distinguer trois types de fonds. Les fonds qui relèvent de l'article 6 du règlement SFDR, qu'on appelle les fonds gris, ce sont des fonds qui ne tiennent pas compte de l'ESG. On va distinguer les fonds qu'on appelle vert clair ou article 8, qui tiennent compte de l'ESG. Et enfin, les fonds vert foncé ou article 9, dont l'objectif principal est l'ESG. Ce sont des fonds qui veulent avoir un impact. Par exemple, un fonds qui va traiter de la dépollution, un fonds qui va s'attacher à améliorer la biodiversité en Europe ou ailleurs. Là, on est sur des fonds à impact, donc à impact immédiat, et donc des fonds vert foncé. Ça, c'était le premier grand axe finalement du pacte vert européen. Ensuite, qui définit en fait justement la couleur, le gris au feu vert foncé? C'est une très bonne question. Les sociétés de gestion elles-mêmes définissent à quelle catégorie appartiennent leurs différents fonds et peuvent, le cas échéant, se faire accompagner pour certifier éventuellement
Elles sont telles ou telles à tel niveau. Mais en général, c'est une démarche que le gérant fait lui-même pour ses propres fonds. Donc sur le pacte vert européen, pour ce qui va nous impacter et nous intéresser, je cite également la taxonomie européenne qui va définir les activités qui sont finalement, qui va classer les activités en étudiant celles qui sont durables ou de transition. Par exemple, le gaz a été considéré comme étant une énergie de transition. Les énergies renouvelables sont des énergies qualifiées de durables, de vertes. Donc, il y a deux familles d'énergie. Et après, on peut s'intéresser à, lorsqu'on a un portefeuille financier, comment on est par rapport à la taxonomie. Est-ce que j'investis dans des activités vertes, de transition, ou ni l'un ni l'autre? Et le troisième axe qu'on regarde, mais qu'on va regarder un peu moins, parce qu'il est un peu moins... il est très actuel, mais il est un peu plus éloigné des considérations au niveau de l'URSSAF, parce qu'il concerne l'entreprise privée, c'est la directive CSRD, qui vise à mettre en place des reportings de durabilité et sur lesquels il y a actuellement un certain nombre de débats pour envisager qu'elles soient appliquées de manière un petit peu plus souple ou un petit peu plus tardive que ce qui était prévu. Voilà pour les principaux points de définition et de cadre. La question qui vient tout de suite, c'est pourquoi, et je dirais même dans quel contexte, l'URSSAF Caisse nationale s'est engagée dans cette voie? Alors, l'URSSAF Caisse nationale, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qu'elle a avec l'État, a souhaité se positionner comme un acteur important de la finance durable. Nous pensons que notre mission sociale nous impose ou nous commande d'avoir une démarche sociale intégrale, finalement, qui va aller jusqu'au bout. Donc, dans la convention que je citais, il y a 4 ambitions. Et l'une des 4 ambitions s'intitule « Promouvoir une organisation solidaire et responsable ». Donc vous voyez que dans le titre d'une des 4 ambitions, on fait figurer cette volonté d'aller vers la responsabilité, notamment dans la partie financière, mais pas uniquement. D'accord. Mais concrètement, il y a entre guillemets les intentions, le cadre défini. Vous parliez de la COG tout à l'heure, entre guillemets, en anglais on dirait un peu les guidelines. Mais derrière, concrètement, comment on matérialise ça dans des actions que peuvent porter la Caisse? Alors, si on veut s'intéresser aux actions que porte la Caisse, il faut, je vais peut-être rappeler les grandes missions qu'on a. Donc, je vais commencer par la dernière, l'investissement à long terme. Donc, comme je l'ai indiqué, l'URSSAF, je vais dire l'URSSAF, ça sera plus simple. L'URSSAF gère l'actif de placement des travailleurs indépendants et donc va, dans ce cadre, adopter une démarche ESG. Et très concrètement, je vais vous expliquer comment. Alors, sur la partie des valeurs mobilières, donc des fonds d'action, des fonds obligataires, on a donc des fonds qui vont être article 8, donc gris, et qu'on va transformer avec le gérant de manière à ce qu'ils prennent en compte l'ESG et donc que ces fonds deviennent des fonds article 8. On va donc verdir finalement le portefeuille et verdir les investissements des travailleurs indépendants sans que ce soit au détriment de la performance, et j'insiste là-dessus. Oui, parce que je vais vous poser la question après. On vérifie toujours, lorsqu'on implémente une modification finalement, modification de l'approche, que ça ne nuit pas à la performance, en faisant par exemple du backtesting sur le passé pour vérifier ce qui se serait passé si jamais on l'avait intégré dès le début. Donc ça, c'est un premier axe, c'est prendre finalement le règlement SFDR et voir dans le cadre de ce règlement la façon dont on va pouvoir verdir le portefeuille. Aujourd'hui, on est sur un portefeuille de fonds qui est vert clair à quasiment 2/3, donc, alors qu'historiquement, il y avait très peu cette prise en compte. Donc ça a vraiment été une grande dynamique. Donc là, en 2020, alors on se part donc de 2/3, et quand vous aviez pris, entre guillemets, le dossier à bras-le-corps, à la suite notamment de la mission de la COG, vous étiez à peu près à quel ratio à cette époque-là? Alors, le ratio, disons qu'il croît continuellement. Alors, le règlement SFDR date de 2019-2020, et donc finalement, lorsqu'on a commencé les travaux en 2020, on était mécaniquement à 0, puisque le règlement n'existait pas encore, et on l'a fait croître de manière assez linéaire. Donc, si je devais vous répondre sur les débuts de la COG, je dirais comme ça qu'on était à peu près à 1/3. D'accord. Donc, on a basculé d'1/3 à environ 2/3. Voilà. D'accord, donc vous avez doublé quasiment, entre guillemets, la proportion. Tout à fait. Toujours sur la partie investissement de long terme, on a fait des travaux qui sont conséquents sur la partie immobilière. Alors, là aussi, l'immobilier se divise en 2. J'ai tout d'abord l'immobilier résidentiel, donc les appartements. Le CPSTI possède des appartements principalement à Paris, et la réglementation actuelle prévoit que vous ne pouvez pas louer ou relouer les passoires thermiques. Par exemple, si vous avez des logements
qui sont avec un diagnostic de performance énergétique de type F, vous ne pouvez plus le louer en 2025. Et pour ce qui est des G, c'était en 2023. Et donc, la question s'est vite posée de savoir comment on était placé. Et donc, on peut observer dans la slide que le patrimoine résidentiel du CPSTI est finalement contient peu de passoires thermiques, puisqu'en réalité, à partir de la lettre F, on a de l'ordre de 2,5% du portefeuille, ce qui est très nettement inférieur au parc immobilier français, puisque le parc immobilier français, lui, en est plutôt à 17%. Alors pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un quitte un appartement qui va avoir une note faible, de type F ou G, on va engager des travaux au bénéfice de nos locataires, ou de nos futurs locataires, de manière à ce que les appartements ne soient pas des passoires thermiques. Ce qui à la fois garantit le confort de nos locataires, mais également une charge financière moindre, et donc des émissions de gaz à effet de serre, pour nous ramener à l'ESG, qui seront réduites. Sur la partie immobilier, mais cette fois d'entreprise tertiaire, donc on a un patrimoine immobilier qui va être loué à des entreprises. Là, c'est le décret tertiaire qui va s'imposer à nous et qui va nous demander de réduire les consommations de manière importante, puisqu'on parle de 60% de réduction à horizon 2050 par rapport à une année de référence qui peut être avant 2020, donc qui peut être en 2019 ou 2010, etc. Donc voilà pour les principales actions sur la partie investissement à long terme, donc qui est l'un des axes. Nous avons également travaillé sur la partie gestion, cette fois la partie plutôt financement de court terme des déficits. Alors, comment est-ce que l'URSSAF finance les déficits? Elle a deux programmes. Elle a deux programmes de court terme. Donc, il s'agit d'obligations dans le sens courant, mais en fait de commercial paper, donc de papiers commerciaux d'une durée inférieure à 1 an. Et on a donc un programme qu'on appelle European Commercial Paper, ECP, qui est un programme un peu plus international de droit anglais, et un programme Negotiable European Commercial Paper, qui est un programme de droit français, sous l'égide de la Banque de France, qui est un peu plus européen, mais qui néanmoins fait appel à des investisseurs du monde entier. Et donc ces deux programmes sont tous les deux labellisés social. Ça veut dire que maintenant, on a un programme de social ECP et un programme de social New CP. On n'a plus de programme, dans la finance on dit vanille, on n'a plus de programme qui n'est pas labellisé social. Et ce label a été obtenu parce que l'activité de l'URSSAF est sociale par essence, par construction. Oui, et on l'a fait, nous avons une tierce partie qui a certifié que nos deux programmes sont tous les deux sociaux. C'était une avancée pour parler d'innovation. Nous avons été, si ce n'est le premier, parmi les premiers, à élaborer un programme de social ECP en avril 2022. Donc ça a été une innovation. Et il faut savoir qu'il y a des investisseurs qui vont rechercher ce type de produit parce qu'ils vont monter des fonds, et on reboucle un petit peu avec SFDR, des fonds article 9, voire 8, et qui veulent acheter des papiers commerciaux ou des obligations qui vont embarquer des critères sociaux, ESG, etc. Et quand vous disiez que vous étiez accompagné par une tierce bancaire, vous avez cité la Banque de France, c'est uniquement la Banque de France ou il y a aussi des banques éventuellement commerciales qui Alors, la Banque de France joue un rôle pour l'élaboration du programme en tant que tel. Par contre, sur la partie labellisation, même si le terme n'est pas exact, en social, là, c'est plutôt un cabinet privé qui est indépendant, y compris de la Banque de France, qui certifie que notre programme est effectivement un programme social et qui s'appuie sur l'activité intrinsèque de l'URSSAF, qui est donc de financer la sécurité sociale. Et je termine avec le premier et deuxième point de l'activité, qui est la partie gestion de la trésorerie et aussi relations bancaires. Alors, l'URSSAF Caisse nationale fait appel à des partenaires bancaires pour faire transiter les flux financiers qui se chiffrent en centaines de milliards. On a du mal à y croire, mais ce sont des centaines de milliards d'euros de cotisations reçues par la Caisse nationale, de l'ordre de 500, 600 milliards, et qui sont après réalloués aux attributaires. Pour faire appel à des banques, on lance des appels d'offres, de manière à déterminer quelle est la banque qui a la meilleure offre technique, le meilleur support, etc. On intègre depuis 1 an environ, et grâce au travail de Marc-Antoine qui est avec nous, un critère ESG dans l'appel d'offres. Ça veut dire par exemple qu'on va demander à la banque la manière dont elle va gérer ses data centers, comment elle va traiter son énergie, ce qu'elle a comme bilan carbone, ce qu'elle fait en termes de RSO,
la formation de ses collaborateurs, l'emploi des personnes handicapées, etc. Alors, il y a une forme de réciprocité. Ça veut dire que quand la banque répond, elle nous dit bah, c'est très bien, vous mettez beaucoup de critères RSO, mais vous, que faites-vous? Et ça nous force finalement à être nous-mêmes, si ce n'est exemplaires, à faire nos meilleurs efforts pour que la banque puisse se dire l'URSSAF a des exigences RSO, mais elle-même, en termes de RSO, elle fait aussi des choses. Un cercle vertueux. Exactement. Donc voilà les points que je voulais souligner auprès de vous. Malika? Non, bah écoutez, voilà, on voit bien que la démarche ESG Finance Responsable couvre l'ensemble des missions finances de l'URSSAF. Donc, vous l'avez rappelé, donc vous avez été innovant dans la démarche et depuis 2022, en fait, il y a des actions concrètes qui sont en place. Donc, je vais m'adresser à Marc-Antoine. Marc-Antoine, pouvez-vous nous préciser et nous expliquer les impacts concrets que vous avez observés par la mise en place de cette démarche? Alors, Denis l'a évoqué tout à l'heure que la performance était au rendez-vous, mais peut-être pouvez-vous revenir là-dessus et comment cette stratégie s'aligne avec vos objectifs métiers? Effectivement, merci Malika. Effectivement, une des impacts les plus concrets qu'on a pu constater, c'est effectivement la notation par une agence ESG qui est internationale, qui s'appelle ISS ESG. Donc, sur le même modèle que les agences qui vont évaluer les aspects financiers comme Moody's ou Fitch, on va être noté sur notre dimension ESG. Donc, l'agence va se pencher effectivement sur notre documentation publique, etc., pour aboutir à une notation de B-, qui est celle qui nous a été attribuée depuis juillet 2023. Donc, cette notation nous place parmi les 10% les meilleurs de notre secteur, donc en tant qu'acteur financier spécialité. Et parmi les 5 leaders, on retrouve quelqu'un de notre écosystème qui est la CADES. On les retrouve dans notre catégorie. Donc, ce qui permet aussi de garantir une bonne notation, enfin, notamment le contexte français et le code de droit du Code du travail est relativement favorable. Ça permet déjà d'avoir certaines garanties pour une agence internationale comme ISS ESG. Donc, effectivement, il n'y a pas au niveau international qu'à ISS ESG. On a MSCI qui se fait des notations ESG, il y a Sustainalytics qui est dans notre pays, mais seul ISS ESG nous couvre aujourd'hui. Effectivement, il y a une démarche qui est volontaire de la part de l'agence de notation extra-financière parce qu'on va distinguer la notation de deux façons. Il est important de noter qu'il existe la notation dite sollicitée ou déclarative, c'est-à-dire que là, l'entreprise ou l'entité va solliciter l'agence d'évaluation extra-financière pour être évaluée sur sa maîtrise des risques ESG. Donc l'agence, pareil, va échanger avec l'entreprise, se pencher sur sa documentation, évaluer son état de maturité et aboutir à une notation. Cette notation sollicitée, donc elle est rémunérée par l'entreprise, elle est peut-être rendue publique ou non par l'entreprise, donc ça c'est à son libre choix. Et ça se distingue effectivement de la notation qui, elle, nous concerne, c'est celle qui est non sollicitée, qui s'appuie effectivement seulement sur la documentation publique que nous réalisons. Elle est plus descendante. Là, il n'y a pas de relation financière entre l'URSSAF Caisse nationale et l'agence, c'est important de le souligner en termes d'indépendance. Donc ça se réalise avec des entretiens qui sont plus descendants, c'est plus un recueil de questions de leur part, pour aboutir à une notation sur laquelle on n'a pas forcément de levier particulier, encore heureux. Mais c'est ce type de notation qui représente la majorité des notations qui sont réalisées par ce type d'agences qui sont publiques. Donc c'est celle qui nous concerne. Donc effectivement, ça permet de souligner la qualité des pratiques en termes de RSO qui sont réalisées par les équipes de l'URSSAF Caisse nationale, que ce soit notamment pour la direction des finances, pour l'équipe en charge de la RSO qui est au sein de la direction de la gestion du réseau et des moyens et de la direction de la transformation. Donc c'est quelque chose de transverse qui embarque différentes sous-directions et directions de manière à ce que ce qu'on formalise, on va communiquer, etc., réponde effectivement à un besoin réel en termes de transparence et de formalisation. Donc c'est effectivement un travail en cours parce que ce qui est important aussi à garder en mémoire, c'est qu'effectivement l'agence de notation va nous revoir à peu près tous les 3 à 4 ans. On n'a pas de maîtrise du tout sur cette temporalité, mais ces critères d'évaluation sont à sa discrétion évidemment, mais ils vont évoluer avec le temps, avec l'évolution des pratiques qu'elle va observer avec les différentes entités qui sont dans son périmètre de couverture, mais également avec la réglementation aussi qui va dans les exigences vont se renforcer. C'est quelque chose qui est important. Oui. Vous avez la note de bilan. Vous ne savez pas forcément quels sont les leviers qui vous permettraient d'arriver à B+ ou A. Vous n'avez pas de retour sur. Alors effectivement. Vos moyens d'améliorer la note, parce que vous voulez toujours améliorer la note.
Oui, effectivement, c'est l'objectif. Il y a certaines. Alors oui, on n'a pas une entièreté de transparence sur la pondération des sous-critères. Ça, c'est à la discrétion de l'agence. Mais on a effectivement, comme vous voyez à l'écran, il y a un extrait du rapport qui est juste l'introduction qui là va donner notre notation par pilier, la répartition. Mais effectivement, dans ce rapport-là, qui est relativement complet, on a des attentes, notamment sur la formalisation des rapports avec les syndicats, des différentes thématiques sur la gouvernance, où là, aujourd'hui, la transparence est potentiellement inexistante. Sur le E, on a aussi une question sur l'empreinte carbone, des choses comme ça qui aujourd'hui ne sont pas soulevées. Donc, effectivement, on a identifié certains points faibles, entre guillemets, sur lesquels on travaille actuellement, pour, à minima, maintenir notre note, si ce n'est l'améliorer. Donc, c'est quelque chose qui est complètement sous contrôle, dirons-nous. Donc, c'est pour ça que je reviens également sur le côté où ça mobilise plusieurs sous-directions sur cette thématique-là. Et cette notation, elle concerne l'ensemble des missions finances de la sécurité sociale ou elles sont ciblées sur certaines activités? Alors effectivement, cette notation elle est plutôt globale au niveau de l'URSSAF national, mais elle va se pencher essentiellement sur notre mission principale qui est la mission de recouvrement. La mission en tant qu'investisseur de long terme est un peu, pour l'instant, pas très bien identifiée par la structure. Qui nous évalue, puisque ce n'est pas l'objet du sujet, parce que cette notation vise aussi surtout à nous donner une certaine crédibilité par rapport aux investisseurs qui vont souscrire à nos titres de dette. Voilà, c'est sur cette dimension-là. Voilà. Donc effectivement, c'est plus notre mission de recouvrement qui est couverte sur cet aspect-là. Peut-être, Mickaël, si on revient là-dessus, on se rend compte que c'est très transverse tout ça. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est au-delà de la notation, on voit que les quatre entre guillemets, 4 branches, les 4 métiers, les 4 dimensions que Denis a présenté tout à l'heure. Mais c'est un mouvement général. Et comment vous, en tant qu'organisme, alors là je vais dire URSSAF Caisse Nationale, ex-ACOS, vous arrivez entre guillemets à faire que vos publics internes et externes arrivent à s'approprier ces dimensions-là et cette démarche que vous voulez impulser? Peut-être aussi préciser les publics externes. Oui, ouais, quand on dit public externe, c'est vrai que je suis un peu... Voilà, tout à fait, non, merci. C'est vrai que l'URSSAF, de par ses missions, a un écosystème très large. Oui. Donc, ça serait bien aussi de préciser, parce qu'il y a eu un effort d'accompagnement également à ce niveau-là, sur le plan interne et externe. Et effectivement, on va le décliner en 2 temps avec Denis, mais effectivement, je vais commencer plutôt sur l'aspect interne. Oui. Alors, on l'a décliné de 2 façons. Alors, dans un premier temps, nous, au sein de la direction des finances, on a voulu acculturer un petit peu la thématique de l'ESG en lançant une revue bimestrielle ESG, qui elle est destinée à toutes les sous-directions de la direction des finances, mais en même temps quelques autres personnes sélectionnées qui sont sensibles à ces questions-là, notamment pour tout ce qui est marché public, etc. Donc elle vise à répertorier entre 20 et 25 sujets qui vont toucher à l'immobilier, au secteur bancaire, au marché financier et à l'immobilier, parce que il y a ces missions effectivement des missions de dette, donc c'est lié au marché financier, mais l'investissement à long terme également. Donc on va retrouver des acteurs comme l'autorité des marchés financiers, les réglementations européennes également, qui est très impactante pour ces secteurs-là. On retrouve également aussi des travaux de recherche qui peuvent être menés par l'ADEME ou d'autres structures de même rang ou de même référence. C'est ce qu'on va rechercher. Donc le but est effectivement toujours de sensibiliser, de faire monter un petit peu, acculturer à ces sujets-là. Donc on a voulu adopter une approche structurée dans le sens où on va synthétiser les articles d'une certaine façon de manière à ce qu'on en ait l'essentiel en renvoyant, si le lecteur ou la lectrice le souhaite, avec des différents liens vers les articles, les sources qui sont utilisées si la personne veut approfondir le sujet et échanger notamment avec nous. Donc c'est comme ça que ça a été pensé. Et on a aussi une autre dimension en interne également, là c'est plus sur l'aspect RSO en tant que tel, où il y a tout un réseau d'animateurs RSO qui a été mis en place par l'équipe RSO justement de l'URSSAF Caisse Nationale, qui c'est un groupe qui va pouvoir échanger donc effectivement sur les objectifs RSO qui progressent au cours de l'année. Donc pour la direction des finances, on a des objectifs sur la notation ESG, sur la part des émissions qui sont sociales, mais aussi sur les marchés publics, enfin les questionnaires ESG dans les marchés publics bancaires, pardon. C'est plus cet angle-là. On échange comme ça autour de bonnes pratiques et chaque référent représente sa sous-direction ou sa direction associée. Donc c'est une plateforme d'échange. De relais d'information
formation et d'acculturation en interne que vous mettez en place. Et il y a effectivement quelque chose qui se met également en place par l'équipe RSO, c'est une revue trimestrielle RSO qui est en cours de structuration et de finalisation. Donc l'objectif, elle sera plus large que la revue ESG qui est très métier. Oui. Cette revue trimestrielle elle sera à destination de tous les collaborateurs de l'URSSAF Caisse nationale. Et l'objectif, c'est un peu d'acculturer ces questions-là, que les RSO se diffusent un peu davantage dans la caisse et son réseau. Mais aussi, ce qui a été réalisé, là aussi, c'est toujours pour acculturer sur cette question. C'est une exposition RSO qui a été placée et réalisée en fin d'année 2024 par la sous-direction, mais qui représente chaque axe de la stratégie RSO, les enjeux, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on doit en comprendre et qu'est-ce qu'on doit en retenir. C'est très visuel, c'est très sympathique à visualiser. Donc, elle est permanente à Montreuil et elle est itinérante dans le réseau. D'accord. Et en externe. Ouais. Voilà, c'est public. Avant de revenir sur l'externe, je voudrais revenir sur l'interne, parce que je me disais, en vous écoutant, c'est vrai qu'il y a tous les acteurs qui travaillent sur les missions finances, qui sont, entre guillemets, des experts, et puis il y a les acteurs RSO et plus généralistes. Est-ce qu'il y a eu une différence d'appropriation de cette démarche, notamment pour les experts financiers, enfin, parce que comme ça, c'est vrai qu'on oppose souvent finance, RSO, alors que, bon, voilà, est-ce que vous avez perçu ce type, enfin, une différence d'appréciation ou d'appropriation? Alors effectivement, ces deux enjeux sont liés d'une certaine façon, dans le sens où l'un va impacter la perception externe de l'ESG. C'est là en quoi c'est important de les lier ensemble, mais c'est vrai que dans l'acculturation de ces questions, même dans les sujets qui sont présentés, c'est quelque chose de très différent, dans le sens où les sujets qu'on va représenter du point de vue de l'ESG vont impacter aussi, il y a une sorte de réciprocité, hein, je vais appeler ça comme ça, entre l'ESG qui va impacter notre formalisation et nos démarches potentiellement. Donc, je dirais pas qu'il n'y a pas de frontière entre les deux, il n'y a pas de muraille de Chine, mais il y a un travail collectif qui est mené en collaboration effectivement permanente. C'est plus externe peut-être. Voilà, on sort un peu des murs de l'URSSAF pour un petit peu comment vous communiquez, comment vous appropriez ces questions-là. Parce que comme l'a dit Malika très justement, il y a divers publics qui gravitent autour de l'URSSAF. Alors, vis-à-vis de l'externe, on a une démarche qui est assez transparente. Alors, je vais commencer par l'externe un peu particulier, qui est le N3S. Il faut savoir que la direction des finances intervient, on va dire pour donner un cours ou une formation aux élèves de l'EN3S sur les enjeux écologiques et comment on les intègre finalement dans l'univers sécurité sociale. Parce que nous pensons que les élèves de l'EN3S étant amenés à exercer des fonctions importantes pour certains d'entre eux au sein de la Sécu, il est important qu'ils intègrent ces enjeux ESG le plus tôt possible, donc dès leur cursus de formation. Vis-à-vis de l'externe, par ailleurs, on publie des rapports, des documents sur notre site internet. Je vais commencer par le premier, qui est un rapport d'investissement responsable. C'est un rapport qui est public. Ça veut dire que n'importe qui peut le télécharger et le lire. Donc c'est en ceci que nous sommes transparents. Il s'agit d'un rapport qui va décrire, pour ce qui concerne l'actif de placement du CPSTI, finalement la manière dont le portefeuille se comporte par rapport à des grands benchmarks. Quelques exemples. Est-ce que le portefeuille investit par exemple sur le pétrole non conventionnel? Est-ce qu'on investit sur le charbon? Est-ce que les gérants appliquent une politique de vote forte ou est-ce qu'ils ne votent pas ou est-ce qu'ils se contentent de voter comme les résolutions sont proposées? Donc c'est tout ça un petit peu qu'on regarde dans ce rapport et à chaque fois on va se comparer à un benchmark. Autrement dit, on va regarder si on fait mieux que la norme. L'objectif qu'on a, déjà, c'est de montrer ce qu'on fait et donc en étant transparent, on montre aussi ce qu'on ne fait pas et ce sur quoi on peut progresser. Donc on essaye, lorsqu'on observe un écart, par exemple sur un secteur donné, par rapport à la norme financière habituelle, de voir comment on pourrait faire pour finalement remédier à cet écart. Donc c'est une démarche en fait qui nous pousse à aller vers le haut et qui, puisqu'elle est transparente, finalement nous impose d'être exemplaire. Un autre document qui est public mais qui est obligatoire, celui-là, parce que le premier ne l'était pas. C'est une démarche volontaire. Nous ne sommes pas obligés de remplir ce rapport, qui s'appelle un rapport article 29, mais nous le faisons parce que le CPSTI a souhaité entrer dans cette démarche. Donc le deuxième rapport, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les programmes étant labellisés social, que ce soit ECP ou NewCP, ces programmes doivent faire l'objet d'une communication qui vise finalement, en clair, à expliquer ce qu'on fait de l'argent. Évidemment, étant à l'URSSAF, l'argent qu'on lève sur les marchés va servir à financer la protection sociale des Français,
que ce soit la retraite, la maladie, etc. Et donc finalement, ce rapport va revenir sur la manière dont l'argent est alloué selon les différentes branches. Il va donner des statistiques sur le nombre, par exemple, de lits en EHPAD, etc., de manière à ce que les investisseurs puissent constater la finalité éminemment sociale des placements sur lesquels ils investissent. C'est les annexes du PLFSS, en gros. C'est un petit peu ça, ça ressemble un petit peu à ça. Vous n'êtes pas nombreux à les lire, je sais. Mais non, c'est on les rend peut-être plus digestes, mais c'est un peu ça. C'est compliqué. Mais... Juste sur la question, tout à l'heure, vous parliez de normes. Quand vous parlez de normes, par se comparer un benchmark, on se compare à l'ensemble des acteurs. Avec Malika, on parlait d'embrasser l'approche secteur public, secteur privé, où on se compare, entre guillemets, aux organismes européens, l'équivalent, entre guillemets, de l'URSSAF chez nos amis italiens, espagnols ou allemands. Alors, ici, quand on dit benchmark, on va regarder, par exemple, sur un exemple, nos actions européennes. Et on va regarder les portefeuilles d'actions européennes standards des autres investisseurs, quels qu'ils soient. Qu'il s'agisse d'une compagnie d'assurance, d'une banque, peu importe. Et on va se comparer, en fait, à cet agglomérat de portefeuilles financiers d'actions européennes. D'accord, c'est assez large quand même. C'est assez large, tout à fait. Donc, écoutez, sur l'approche accompagnement et sensibilisation des partenaires institutionnels, on voit bien qu'il y a une forte volonté de transparence et d'accroître la confiance auprès d'autres acteurs économiques et sociaux. On va passer peut-être sur une question un peu plus générale sur les perspectives d'évolution des démarches de finances responsables, soit au regard de nouvelles obligations réglementaires ou de nouvelles exigences. Je vais m'adresser à Marc-Antoine qui va me répondre peut-être à cette question. Qu'est-ce que vous entrevoyez comme évolution ? Merci Malika. Alors effectivement, la première évolution, je dirais que c'est plus nous-mêmes en termes d'exigence. C'est l'objectif de maintenir notre avancée pour la notation ESG qui concerne l'URSSAF Caisse nationale. Donc l'objectif toujours de poursuivre cette formalisation en collant toujours aux meilleures pratiques qu'on peut évaluer et observer par rapport à d'autres structures de notre taille ou même faire devancer potentiellement l'augmentation de l'exigence des critères d'évaluation de l'agence d'évaluation extra-financière, dans le sens où il ne convient de pas prendre de retard avec le fait que, notamment la réglementation européenne sur l'aspect CSRD, donc on a Duny a présenté tout à l'heure sur la notion d'indicateur de durabilité, où là, l'Allemagne et la France semblent adopter une position de recul sur cette thématique. On peut regretter potentiellement cette démarche, mais l'idée c'est que si on reste avancé, on sera potentiellement meilleur que les acteurs qui auront reculé sur cette question-là. Pourquoi on veut maintenir cette notation ? Parce que toujours cette idée d'être crédible en tant qu'émetteur de titres à caractère social, c'est qu'on ne peut pas être juste émetteur à caractère social, avec des émissions de dette à caractère social et ne pas être exigeant avec nous-mêmes. C'est un double crédibilité à maintenir. Donc ça, c'est un aspect important. Ce qui va se passer aussi, c'est le règlement SFDR qui va évoluer parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a observé qu'il y avait une certaine confusion entre les différentes classifications d'articles. Dans la catégorie article 8, on trouve un peu de tout type de fond vert, du vert moins clair à vert plus foncé, mais c'est aussi, on peut le dire ça comme ça. Donc l'objectif, c'est de revoir la classification entre deux catégories, les produits qui sont durables et ceux qui financent la transition, parce qu'on a observé un manque de clarté pour les épargnants, qu'ils soient privés ou particuliers. On a aussi l'Union européenne qui a voulu revoir un petit peu tout ce qui était critères de transparence des agences de notation extra-financiers. Aujourd'hui, les différentes méthodologies ne sont pas très comparables entre les différentes agences. Donc l'objectif, c'est de renforcer donc cette transparence à durée soit plus disponible publiquement et qu'on puisse pouvoir comparer les notations, mieux comprendre ce qu'elles intègrent et aussi renforcer la cohérence dans les activités des agences de notation parce qu'on peut parfois regretter un manque de séparation entre les activités commerciales et les activités de notation. Donc il y a aussi un objectif d'apporter de la clarté et de la crédibilité en réduisant le risque de conflit d'intérêts évidemment. Et ce qui est assez nouveau, c'est l'obtention d'un agrément qui sera au niveau européen qui est en cours. Donc les premières agences les ont reçues récemment par l'autorité européenne des marchés financiers. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent parce que c'est en cours. Et c'est aussi fin 2024 là aussi c'est sur les obligations mais à caractère environnemental où là l'Union européenne a développé un cadre, si on peut dire, qui va définir les exigences attendues pour les émissions qui sont dites à caractère environnemental. Donc on peut s'attendre potentiellement à un avenir proche à ce que ce type de cadre soit apporté pour des émissions à caractère social. Et là auront, si je peux dire, une référence réglementaire européenne et non pas une référence normative souple, entre guillemets.
Par rapport à toutes ces évolutions qui sont importantes, comment vous vous préparez à ça au sein de la direction finance, là, au sein de l'URSSAF? Alors, sur ces questions-là, effectivement, c'est quelque chose qui revient dans les discussions avec les équipes RSO et de la direction de la transformation pour faire évoluer notre documentation, parce qu'effectivement, ces types de travaux vont exiger davantage de communication et de transparence, donc plus de travail. Donc, l'idée va être aussi de peut-être remanier peut-être notre documentation, là peut-être la centraliser, parce qu'aujourd'hui on fonctionne beaucoup avec des fiches synthétiques RSO qu'on a développées sur les différentes dimensions ESG, donc on peut remanier potentiellement ce travail-là. Pour l'instant la discussion est ouverte, c'est quelque chose qui revient, mais qu'on a en interne effectivement en projet. Merci. Tu avais une autre question, non, Alexandre? Moi je vois qu'il y a des questions du public. Oui. Je ne sais pas si tu veux qu'on enchaîne, Malika. On peut enchaîner, effectivement, sur... Elles embrassent pas mal de sujets. Ouais, voilà. Qui vont vous amener à repréciser peut-être des points que vous avez évoqués. Vous répondrez celui qui veut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je te laisse la première question. La première qui vient, c'est sur les critères ESG, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont appelés à évoluer? Et s'ils évoluent, dans quel sens? Est-ce que ce sera plus, entre guillemets, plus exigeant, moins exigeant, plus souple, plus large, plus resserré? Est-ce que vous avez une visibilité là-dessus ou vous êtes, entre guillemets, un petit peu en attente? Je dirais que ça va peut-être dépendre des régions du monde, déjà dans un premier temps. Ouais, il y avait une question après plus tard sur le contexte et le climat général. Très bien. Alors, les critères ESG, je pense que ça va déjà... on manque quand même d'acculturation sur ce sujet-là, donc peut-être déjà renforcer cet aspect-là de compréhension de ce que c'est, de ce que ça implique. Ce qui est important à la limite, c'est de savoir quels critères ESG sont pertinents pour telle entreprise, telle activité. Tous ne sont pas les mêmes. Je pense à une activité de service où là, l'aspect social va être plus important que le pilier E potentiellement, parce que les risques ne sont pas les mêmes et le poids à considérer. Donc effectivement, on peut pas, ils vont peut-être potentiellement se durcir. Ça dépendra des attentes qui sont en face par rapport à nos partenaires privés. Donc c'est plus cet angle-là que je répondrai à la question. D'accord. Et on parlait un peu du contexte. Bon, ça n'échappera pas à grand monde que l'administration américaine a changé, qu'en Europe il y a des mouvances qui entre guillemets bougent. La question que j'ai envie de vous poser, elle est un peu provocatrice. Est-ce qu'on serait pas les seuls à finir est-ce qu'on va s'arc-bouter sur l'ESG tout seul, ou quand même il reste une lame de fond européenne de nos partenaires qui fait que il y a un devenir à cette démarche? Okay. C'est un peu de la politique fiction, mais bon. Alors effectivement, c'est vrai qu'aux États-Unis, on notera effectivement un recul. Il existe aussi des gérants qui ont été poursuivis en justice parce qu'ils intégraient des critères ESG dans leur fonds d'investissement. Donc c'est quelque chose qui peut prêter à sourire, mais pas de la bonne façon. Dans l'Union européenne, je dirais que tout va dépendre des choix politiques qui seront faits actuellement, mais il y a la tendance qui a été votée par l'ancienne mandature du Parlement européen qui est quand même relativement solide. Donc qui va permettre d'avancer sur ce pacte vert européen. Donc je pense peut-être qu'on va perdre un peu de temps entre guillemets sur les 4 prochaines années avec l'influence de l'administration américaine, je pense. Mais pour le reste, ça devrait la marche est lancée, j'ai envie de dire. Malika, si tu en as, tu veux non, mais on parlait des États-Unis et côté chinois également. Comment cette démarche est-elle appréhendée? Est-ce que ça les intéresse? C'est une dimension qui est assez intéressante dans le sens où c'est vrai que la Chine a développé sa propre taxonomie également. Bon, après, il y a le pouvoir qui est très présent, c'est nécessairement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe dans la bourse chinoise, c'est que de plus en plus d'entreprises vont publier des rapports de RSE, ce qui est relativement nouveau. Cette tendance, elle est en progression. Donc c'est quelque chose qu'on note aussi. Après, c'est quelque chose qui est toujours volontaire là-bas. Il n'y a pas quelque chose de... La réglementation n'est pas imposée de la même façon qu'ici, mais voilà. C'est quelque chose qui progresse également dans cette région. Une autre question qui est plus, qui nous ramène plus à la mise en œuvre de la démarche et le bilan que vous en tirez, notamment sur les éventuelles difficultés, enfin ce qui vous a semblé le plus difficile dans l'intégration des critères ESG. Sur cette question de la difficulté de l'intégration des critères ESG, il y a un premier point, c'est que l'ESG, ce ne sont pas que des chiffres, et ce ne sont pas des chiffres. Autant il est facile pour une entreprise de définir, par exemple, son chiffre d'affaires, son EBITDA, son résultat, autant quand on parle de ESG, il y a toujours c'est un peu plus qualitatif. Et donc, il y a une question de comment on récolte les données, quelle est la qualité des données, qu'est-ce qu'on appelle finalement un critère ESG. Et il y a donc un aspect méthodologique qui est important pour définir de quoi on parle. Ensuite, on l'a évoqué lors des précédents échanges,
il est important d'acculturer les publics, qu'ils soient internes, externes ou le grand public finalement, à cette thématique, de manière à ce que tout le monde se sente quelque part investi sur le sujet et de laisser personne finalement sur le bas-côté. Donc voilà, les difficultés, c'est un petit peu acculturer tout le monde pour que tout le monde se sente impliqué, et par ailleurs, un aspect méthodologique à ne pas négliger quand on souhaite intégrer l'ESG dans cette démarche. Et justement, sur l'uniformisation des données et la façon dont vous les collectez, on peut revenir un peu là-dessus, parce que ça demande quand même, vous l'avez dit, de la méthodologie, mais aussi de l'outillage. Donc, pour produire tous les rapports que vous avez évoqués tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Pour la partie gestion immobilière de l'investissement à long terme de l'Urssaf Caisse Nationale, donc des travailleurs indépendants, la partie immobilière, ça va être géré plutôt en interne avec les DPE, ces informations-là qui vont remonter, les résultats des audits énergétiques, c'est quelque chose qui sera relativement pilotable. Après, pour tout ce qui va être données ESG liées au fonds d'investissement, là, pour l'instant, on a une plateforme qui fournit quelques données, pas encore pas assez qualitatives à ce stade-là, mais c'est quelque chose qui est en progression. D'accord. Toujours sur le CPSTI, j'ai cru comprendre qu'ils avaient mis en place une feuille de route un peu spécifique sur ces questions-là. Est-ce que vous avez quelques éléments de contextualisation à nous présenter ou... Oui, alors, le CPSTI a adopté assez tôt effectivement une feuille de route ESG pour témoigner de son engagement dans cette démarche. Alors, cette feuille de route, elle comprend certaines actions que j'ai pu évoquer aujourd'hui, comme par exemple transformer les fonds SFDR gris en fonds SFDR verts. Donc ça, c'est un exemple. Le décret tertiaire, y être conforme, ou encore avoir un parc immobilier résidentiel qui ait les meilleures notes possibles en termes de DPE. Cette feuille de route ESG, on prévoit de l'actualiser cette année, en 2025, de manière à tenir compte à la fois des changements qui ont pu se manifester en termes de réglementation, mais aussi et surtout, finalement, de maturité de notre démarche. Quand la feuille de route a été initiée, ou a été validée d'ailleurs, c'était il y a de mémoire 3 ans, ou environ 3 ans. Depuis, on a quand même beaucoup progressé. On voit ce que font les autres acteurs financiers sur les marchés. On participe à des groupes de travail sur l'ESG, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ESG change continuellement. Et donc, si vous n'êtes pas présent dans les groupes de travail, dans les colloques, etc., très vite, vous perdez un petit peu le fil. Donc, l'Urssaf est membre de différents groupes de travail sur l'ESG qui nous permettent de continuer à progresser finalement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on veut aménager la feuille de route et la renforcer et la revoir. Non, vas-y. Ah non, mais vas-y. Bon, moi, j'avais une question qui fait un rebond en fait par rapport à un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure sur la gestion du parc immobilier et notamment les conséquences du décret tertiaire sur l'immobilier tertiaire. Donc, on a vu tous les progrès réalisés pour mettre à niveau le parc immobilier, mais voilà. Pouvez-vous repréciser ces difficultés liées aux conséquences du décret tertiaire ? Effectivement, pour la partie du décret tertiaire, effectivement, ça va être plutôt tout ce qui va être la réalisation d'audits énergétiques qui vont nous permettre d'identifier les points faibles, les travaux à réaliser, les actions à mettre en place. Ça passe effectivement par des travaux sur l'enveloppe du bâtiment, donc que ce soit de l'isolation. Ça passe aussi par des modifications de ce qu'on appelle la gestion technique des bâtiments, donc tout ce qui va être climatisation, chauffage, eau, etc. Ce qui est aussi un levier qui est peut-être qui est peu développé, c'est l'aspect sobriété. Là qu'on va retrouver dans des températures de chauffage ou de climatisation pour réduire cette consommation, mais aussi des éco-gestes qui font partie pour atteindre ces 60% à l'horizon 2050 de réduction de la consommation. C'est un levier qui est indispensable. Donc ça nous invite aussi à revoir totalement, je dirais, notre façon d'envisager le bureau, l'occupation des espaces de travail. Donc c'est toutes ces dimensions-là. En fait, ça nous invite à repenser globalement l'usage du bureau et ce qu'on en a aujourd'hui. Et sur la partie, je vais peut-être revenir là-dessus, qu'on n'a pas développé tout à l'heure, sur la partie parc immobilier privé, où là, les travaux qu'on a pu réaliser pour les DPE qui étaient F et G, donc on attend toujours que le locataire parte pour faire les travaux, sinon c'est trop compliqué. Effectivement, donc ça nous a permis d'améliorer la qualité de certains lots. Donc là, vous avez les données au 30/11/2024 qui sont toujours d'actualité. Par exemple, on avait 8 lots qui sont passés, je crois,
de E à D, quand même une performance intéressante. On a quand même quelques-uns qui sont passés de G à E, 2 de G à D et 1 de F à E. Donc ça permet effectivement, il y a une politique volontaire là-dessus où dès qu'il y a F ou G, il y a des travaux systématiquement qui sont réalisés de manière à pouvoir maintenir la qualité. J'ai une petite question de l'année dernière. On a parlé tout à l'heure avec le B- d'un top 10 ou d'un top 5. Oui. Qui sont entre guillemets, les 1, 2, 3? Est-ce que vous connaissez l'identité de ces organismes et éventuellement, est-ce qu'il y a de quoi, entre guillemets, aller prendre des bonnes pratiques, des orientations intéressantes pour... Alors les 5 premiers, effectivement, sont publics. Le seul acteur français, c'est la CADES. Après, on a des acteurs anglo-saxons que je ne connais pas plus que ça, honnêtement. Mais ils sont spécialisés aussi dans le financement, mais c'est comme ça que c'est communiqué. Donc, par exemple, la CADES, par exemple, donc, entre guillemets, est bien vu par les observateurs oui, marchés sur l'orientation. Ils sont notés B quand nous on est B-, donc on n'est pas très loin non plus, mais on peut en apprendre, effectivement. D'accord. Bah, cocorico. Voilà. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est l'objectif aussi. Donc, une dernière question peut-être de notre public, c'est quelles sont les perspectives de développement, puisqu'on aura bien compris que ces démarches ne sont pas obligatoires pour le secteur public, notamment la CSRD et puis d'autres réglementations. Donc, qu'est-ce que vous entrevoyez comme évolution à terme en termes d'obligation ou d'expansion sur le secteur public? Alors, sur le secteur public, effectivement, c'est vrai que vous l'avez souligné, il y a beaucoup de réglementations qui ne s'appliquent pas à nous, mais on est impacté par nos activités parce que ce qui va impacter le secteur privé et ses attentes, notamment en termes de ESG. Donc c'est vrai que par exemple, on va revenir sur la réciprocité par exemple pour les marchés bancaires, pour la RSO dont Denis parlait tout à l'heure, où effectivement on attend des banques des éléments de leur pratique en termes de ESG, RSO en général, et nous aussi on est obligé de mettre des choses en réponse à ça, donc on va être impacté par ces évolutions. On a aussi en route l'intégration de la dimension des émissions carbone de nos prestataires, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, donc de la décarbonation en général. Pour les aspects financiers, les émissions de dette, effectivement, vu que on est dépendant d'investisseurs privés pour souscrire à nos titres de dette, on va avoir tendance du coup à nécessairement être, même si on n'est pas soumis à CSRD, à devoir communiquer des indicateurs qu'ils attendent, qui eux intègrent dans leur déclaration CSRD potentiellement. Donc c'est plus sous cet angle-là. Donc effectivement, on n'y est pas soumis, mais ça va potentiellement nous impacter indirectement. Et là, ça va nous obliger aussi à mettre en place des collectes et des outils pour publier toutes ces informations, en fait. Oui, exactement. Avec des outils, des équipes mobilisées, effectivement. Donc c'est un travail qui, je pense, sera important, mais nécessaire. Merci. Tu as une autre question, Alexandre? Non, Malika, je pense que je remercie nos invités pour leur présentation. Je pense que c'était assez très complet. Ça a donné un ordre d'opinion, un point de vue un peu global sur la situation. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment, je dirais, la transformation assez rapide, mine de rien, parce qu'on parle d'une démarche entamée il y a de cela 2 ans, 2 ans et demi, donc on est sur du très court terme pour le coup, et la transformation et la transversalité, ce qui m'a frappé, parce qu'on quand on pense finance responsable et qu'on pense ACOS, on pense marché financier tout de suite, mais on voit qu'on parle d'immobilier, on parle d'énergie, donc on parle vraiment de tous les piliers qui font l'activité au quotidien des URSSAF, Caisse nationale, réseau. Et on se rend compte que c'est vraiment un projet d'entreprise, une transformation d'entreprise qui en fait s'opère, même si nous on s'est focalisé entre guillemets sur l'aspect finance responsable. On espère aussi que ça va continuer, ça va se développer, même si on a dit que le contexte international, le marché, fait que il faut parfois être aussi réaliste. Il faut s'adapter en fonction de la réalité dans laquelle l'URSSAF doit opérer. Merci Alexandre. Donc, moi, je tiens bien sûr à remercier nos 2 invités qui nous ont permis d'apporter des éclairages sur la démarche de finance responsable. J'espère que pour nos participants, qui étaient nombreux, qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'était la finance responsable et comment elle s'intégrait dans une stratégie globale d'entreprise et notamment dans les missions finance de l'URSSAF Caisse nationale. J'espère que vous aurez bien compris. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens, les défis que pose la mise en œuvre de cette démarche de complexité, puisque ça reste
pas simple à appréhender, mais aussi d'exigences supérieures, enfin croissantes, par rapport à tout ce reporting, complexité aussi de la réglementation, qui certes n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais qui nous discipline et nous met en ordre de bataille pour produire tout ce reporting, hein, qui nous permet d'être vertueux. Et puis aussi tous les enjeux que pose la mise en place de cette démarche pour l'URSSAF, Caisse nationale et la sécurité sociale. Hein. Un jeu d'innovation, vous l'avez rappelé, hein, puisque vous avez été un des premiers acteurs à mettre en place ce type de démarche, d'exemplarité, ça on l'a vu, notamment par rapport à d'autres institutions économiques et sociales. Et puis, je pense que pour conclure, ce que l'on retient, je pense, c'est un enjeu de gestion prudente qui était déjà le cas, de transparence et de durabilité des fonds publics, ce qui ne peut que renforcer en fait la crédibilité et la confiance des usagers de la sécurité sociale. Et pour tout cela, on vous remercie. Et je remercie donc les participants qui ont participé, qui ont fait part de leurs questions, et bien sûr toute l'équipe du Lab, donc Thérèse Masquelier et Léa Benoît, qui ont préparé avec moi cette émission. Et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour un sujet sur l'intelligence artificielle, plutôt le mois de mars, pardon, sur l'intelligence artificielle, puisque en février aura lieu le sommet mondial de l'intelligence artificielle qui se déroule en France. Donc je vous remercie, encore merci à nos invités et je vous dis à bientôt. Merci.